c'est une abomination de dire que c'est ça une question simple. Parce que c'est pour tout un chacun, c'est la question la plus compliquée en fait. Alors pour ça, on se part de réponses qui sont préparées simplement pour pouvoir éluder la vraie question. Alors donc, comme tout un chacun, je suis un jeune ingénieur de 63 ans qui se trouve être maire d'une petite commune dans le Tarn, le Séquestre, à côté d'Albi, qui a 2000 habitants. Voilà pour la présentation simple. C'est compliqué pour un élu de répondre à une telle question. C'est d'ailleurs souvent très facile, en fait. Chacun y va de la construction de sa cathédrale, quoi. Euh, et un des problèmes de la démocratie aujourd'hui, c'est ça. C'est, il y a une espèce d'injonction. euh, et quand on monte le niveau du pouvoir, c'est une injonction qui est quotidienne, qui donne un comportement qui est le storytelling, où il faut pouvoir être fier chaque jour d'un truc encore plus extraordinaire que vous avez fait hier, avant-hier. Et donc, le truc dont il faudrait être fier, c'est de pouvoir accorder beaucoup d'humilité à tout ce que l'on a fait. Une fois que vous avez fait quelque chose il y a 20 ans, vous pouvez dire si 20 ans après, cette chose apparaît comme étant pertinente, regardez comme je suis intelligent, il y a 20 ans, j'ai fait ça. Si il y a 20 ans, j'ai fait une autre chose qui était beaucoup moins pertinente, il n'y a aucun souci, je ne vous en parlerai jamais. Mais je l'ai fait, la chose impertinente, certainement aussi. Et donc, j'anticipe dans les questions que vous m'avez posées, c'est sur les conseils à donner à quelqu'un qui voudrait embrasser une carrière publique, politique, etc. C'est de bien penser à essayer d'éviter d'être fier. Alors, oui, en tant que maire d'une toute petite commune, je suis allé signer, été parmi les premiers signataires d'une charte internationale sur le développement durable. J'ai été parmi les 10 premières communes en France à signer la charte sur les perturbateurs, enfin, des villes et territoires contre les perturbateurs endocriniens. Contribuer à la création de ce qu'on appelle maintenant les écoquartiers avant que le nom même ne soit inventé. J'ai avec ma commune, mon conseil municipal, créé un des tout premiers agenda 21 en France. Mais voilà, aujourd'hui, d'ailleurs, quand on voit les orientations que prend l'État, ces mêmes mesures qui étaient exemplaires, l'État les met en avant comme étant contre-exemplaires. Aujourd'hui, faire de l'environnement, c'est prendre l'énorme risque d'être un écoterroriste, quoi. Euh, et le, comment dire, le laxisme qui est en train de se mettre en place au niveau, pas que national, et c'est dans beaucoup de pays, est ultra dangereux euh, et nous pousse à être fiers de, pour de futures mauvaises raisons. Et donc, d'avoir construit une cathédrale, euh, un hôtel de communauté de communes, un siège remarquable pour une collectivité, euh, me paraît une drôle d'idée. Et par la suite, les élus s'en allant font un bilan de mandat qui est un bilan de ce qui peut-être bien aurait été des erreurs de Trente Glorieuses. En fait, on a une vision anthropologique égocentrique de se questionner sur ce que l'on vit en ce moment. On réfléchit comme si nous étions le centre ou que notre temps soit le centre.
En fait, les pas de temps sont beaucoup plus longs que les nôtres, les pas de temps de la réflexion. En fait, on est sur une logique d'accaparement dont l'accélération euh, nous apparaît clairement dans notre gestion du quotidien. Mais euh, quand on regarde la manière dont euh, les États impérialistes qui étaient euh, les Pays-Bas, l'Angleterre, la France dans le 19e siècle, les empires qui avaient besoin de construire d'immenses territoires à travers le monde, on était dans des logiques d'accaparement ultra-violents déjà, euh, mais qui, enfin, dont on voit aujourd'hui la suite, quoi. Il y a sur l'acquisition de nos smartphones, iPhone, enfin, ce qu'on veut, et en parallèle, ces images qu'on nous renvoie d'enfants au Congo qui sont en train de creuser à main nue les mines pour que nous puissions avoir ces magnifiques outils, c'est toujours la même logique d'accaparement. Ce qui est en train de s'accentuer, c'est que la logique individuelle est en train de revenir à la règle. Il y a eu le mouvement du XVIIIe siècle avec la rédaction des constitutions américaines, la Révolution française. Auparavant, il y avait eu les mouvements en Angleterre également, qui allaient voir se créer ce que Tocqueville allait définir comme étant la règle qui allait s'imposer à tous, à savoir le fait démocratique. Bon, l'accaparement existait bien avant ça. Et le capitalisme des commandites par action, des bateaux qu'il fallait acheter à Gênes, à Anvers, à Rotterdam, Londres, pour pouvoir organiser le commerce triangulaire, organiser euh, ces aventures. Je ne me rappelle plus, mais quelqu'un a dit le capitalisme existait bien avant. Le capitalisme, c'est trop limitatif, quoi. Enfin, ce libéralisme débridé de ceux qui ont le pouvoir de l'argent existait bien avant la démocratie. Et la démocratie a porté un sérieux coup à cette affaire-là. Mais petit à petit, cet ultralibéralisme s'est adapté et s'adapte et reprend la main. Et aujourd'hui, on est à nouveau dans cette logique-là où les pouvoirs publics deviennent moins puissants que l'organisation purement pas privée, mais privative serait un meilleur adjectif, pour pouvoir user du monde, des gens qui sont de par le monde, pour en abuser au profit d'un tout petit nombre. Voilà ce que nous vivons, mais voilà, je ne vous parle pas de 2023-2024. Il y a deux choses là-dedans. Il y a un espoir et il y a euh, une injonction. Je vais commencer par l'injonction. Bien des discours nationaux où quand un leader national met en avant, flatte l'initiative collective, d'un trait d'humour, je dirais, il faut détester ce locuteur. Celui-ci est en train de vous dire, débrouillez-vous. Il est en train de vous dire, si vous ne vous organisez pas, vous êtes les coupables. Et si le monde va mal, c'est à cause de vous. La rue est sale, c'est parce que vous jetez les papiers. En fait, c'est une manière très commode pour celui qui donne cette injonction de s'en laver les mains.
l'histoire la plus célèbre que nous avons vécue en France, c'est Nicolas Hulot, ministre de l'écologie, qui ne portera aucune loi, aucune directive, qui démissionne en disant c'est pas possible, on ne va pas y arriver. Ça, jusque-là, c'est possible. Et qui, quelques semaines après sa démission, organise avec tout le showbiz national une émission à la télé où il va expliquer avec vraiment toutes les vedettes de la télé, du spectacle, les 10 gestes que si les Français le faisaient tous, le monde environnemental changerait. Et il disait, par exemple, voilà, n'achetez plus de bouteilles en plastique et euh, on arrêtera de polluer les océans. Mais dire ça de quelqu'un qui a été ministre, les gens n'imaginent pas le scandale que ça représente. Il a été ministre, il n'y a que quelques dizaines d'acteurs qui fabriquent des bouteilles en plastique dans le pays. Pourquoi, en tant que ministre, il n'a pas interdit la bouteille en plastique s'il pense qu'à ce point, c'est un poison? Et donc, n'ayant pu régler, traiter, imposer à 10 acteurs le fait d'interdire le plastique, il dit, vous, 66 millions, c'est vous qui êtes la cause. Et donc, c'est une manière de se décharger par cette injonction. Et dans le même temps, euh, ces initiatives résilientes, locales, d'acteurs qui se soustraient du système, euh, c'est toujours cette part d'espoir qui fait que des gens ont des intelligences locales qui cherchent à éviter ce que veut ce que provoque le système. Ce que veut provoquer, c'est vraiment pas une bonne expression. Le système veut provoquer, il y a derrière une connotation complotiste, et il faut toujours s'en méfier. Et donc, il y a toujours des gens qui ont des idées qui passent à travers les mailles du filet, et fatalement, des contre-propositions à cet accaparement se feront par des résiliences locales, mais certainement qu'on n'aura pas vu venir. Ce qui rend attachant, c'est le lien direct à l'autre. Quand vous êtes élu d'un territoire, allez, qui n'a pas plus de 4 5 000 habitants, au-delà, ça commence à devenir compliqué. Vous n'échangez pas avec les gens, vous commencez à faire ce qu'on appelle de la communication et les dévoiements sont nombreux. Mais le point le plus attachant, oui, de très très loin, c'est cette capacité à pouvoir de discuter de tout avec tout un chacun. Bien loin de moi cette idée, enfin, cette phrase imbécile qui consiste à être à portée de baffe. Ces dirigeants nationaux qui disent qu'on est à portée de baffe, ils parlent de ceux dont ils veulent, eux, se prévenir et qui se promènent dans les rues avec des bataillons de forces de l'ordre pour les protéger. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas discuter, vous ne pouvez pas échanger avec un dirigeant national ou avec un patron de grande entreprise. Il est protégé, il est inaccessible. Regardez, quand Élise Lucet doit parler avec un chef d'entreprise, il faut qu'elle prenne des actions dans une société pour aller au conseil d'administration, pour avoir le droit de poser des questions. Un ministre, aujourd'hui, ça n'échange plus avec personne. Euh, il est avec, comment dire, des journalistes qui ne sont pas des journalistes, qui sont des présentateurs, compatissants, etc. Donc, vous n'avez pas ça. Et c'est eux qui vous disent, vous êtes les hussards noirs de la République, c'est vous qui êtes rapportés de baffes. Mais les gens, à nous, ils ne veulent pas donner des baffes. À eux, on voit bien qu'il y a un paquet, enfin, ils se feraient lyncher dans la rue, quoi, voilà. Et donc, quand on discute avec les gens, on s'engueule parfois, mais bien sûr, avec mon accent du sud-ouest, je vais dire comme Nougaro, ici, quand on s'aime bien, on se traite de con, quoi, à partir du moment qu'on se traite. Mais il n'y a aucune animosité dans ça. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on ne comprend pas, enfin, voilà. Mais si vous êtes comme un buvard sensible à la patte humaine de celui que vous avez en face. C'est ça qui fait de la fonction de l'élu local une fonction formidable. Qu'est-ce qui est maintenant désagréable? C'est que euh,
la structuration mondiale, nationale, déteste des gens comme nous. En fait, c'est quoi un élu local? C'est quelqu'un qui peut écrire de la règle. Et donc, en France, il y a 35 000 communes, il y a 35 000 personnes qui peuvent écrire de la règle en France. L'État déteste ça. J'avais un collègue, maire, qui avait interdit le glyphosate sur sa commune. C'est l'État qui l'a mis au tribunal administratif, qui lui a interdit de pouvoir écrire de la règle. Aujourd'hui, on ne peut écrire que très peu de règles. Et toute la stratégie pour l'État consiste à supprimer ce pouvoir d'écrire de la règle localement et au contraire d'imposer de la règle par le haut. Et pour ça, il a eu plusieurs outils dans les décennies passées. Un des principaux outils antidémocratiques qu'il a mis en place, ce sont les intercommunalités. Intercommunalité, c'est quoi? C'est des choses où vous n'avez pas des gens qui sont élus par le peuple, mais qui sont désignés par les équipes municipales et qui, en fait, ont de plus en plus de compétences dans une opacité complète pour la population. La population n'a aucune idée de ce que peut faire une intercommunalité. Le nombre de strates est tel que vous prenez un kidam de base, il ne sait pas ce que doit faire un département, une région, une intercommunalité, comprend pratiquement à chaque question qu'elle pose à un maire que le maire devienne de plus en plus une coquille vide, le conseil, et son conseil municipal avec, et donc se disent, mais j'ai pas grand monde avec qui me retourner. Et donc ils se retournent vers nous en nous disant, mais comment tu peux m'aider à faire ça, ça, ou à comprendre ça? C'est nous que nous devons être des décrypteurs de cette chose-là. Et en fait, c'est la loi NOTRe, c'est typiquement ça. C'est des actes arbitraires et autoritaires pour faire en sorte que l'on ne crée pas de la règle. Alors, il y a cette phrase d'Orwell qui disait, mais le jour où le fascisme reviendra, il aura un chapeau melon et un parapluie roulé sous le bras. Et je vais en donner une variante fort désagréable. Quand Mussolini, après sa descente sur Rome, après sa prise du pouvoir, il n'y a pas fallu 5 ans pour supprimer les fonctions de maire dans toute l'Italie. Et donc, je ne veux pas comparer Mussolini à nos dirigeants actuels. Mais en fait, chaque fois que l'on supprime de la compétence des maires, on fait de manière très soft, de manière très constitutionnelle, très démocratique au sens de cette manière moderne qu'on a d'employer cet adjectif-là, sans dire de quelle démocratie il s'agit, ce qui est un problème, à diminuer le pouvoir de ceux qui peuvent écrire de la règle. C'est ultra dangereux et c'est la méfiance qu'a un échelon plus grand, national, et on peut sortir du cadre français, parce que ce qui se passe en Angleterre, c'est la même chose, ce qui se passe aux États-Unis, c'est encore plus hallucinant. Je parle pas de ce qui se passe dans les dictatures, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, même les dictatures, on ne doit plus trop dire que c'est dictature. Quand on parle d'Erdogan, on ne parle pas du dictateur turc. Quand on parle de Poutine, on ne parle pas de la dictature russe, égyptienne, enfin j'en passe, et des meilleurs, quoi. Euh, Ils sont illibéraux, ils sont autoritaires, ils sont... voilà. Mais la zone devient de plus en plus floue dans ces questions-là. Et il existe une structure qui est The Economist Group, qui a mis en place un indicateur de démocratie. Et ce qui est très intéressant, c'est que les États, la première démocratie du monde, là, enfin, il y en a plein de premières démocraties du monde, les États-Unis, ben, d'abord, ils ne sont pas catégorisés dans les démocraties. Ils sont dans les démocraties imparfaites. Bravo. Ils sont en 30e ou 40e position, je ne sais pas trop quoi. Enfin, voilà. La plus grande démocratie du monde, l'Inde, je ne vous dis pas le classement de l'Inde. C'est pas une démocratie. Enfin, les gens confondent les territoires où c'est que l'on vote, sans souci de savoir si la capacité du vote est réellement libre. C'est-à-dire, ah ben voilà, c'est la plus grande démocratie du monde. Mais non, du tout. Et donc, dans ces erreurs-là, et dans le rabâchage médiatique qu'il y a de ces expressions,
on nous entraîne dans des confusions où on finit par ne plus savoir ce que c'est. Et dans ce classement, les Economist Group, voilà, c'est un groupe purement privé, anglo-saxon, qui gère ça. C'est pas les descendants de Trotsky quoi, qui ont mis ça en place, quoi. Mais dans ce classement-là, la France ben, ne fait pas partie, quoi, dire des 20 premiers, et à la limite entre démocratie et démocratie imparfaite. Et avec les dernières règles qui sont en train de sortir, je pense qu'on a basculé définitivement dans les démocraties imparfaites, dans ce classement pourtant si libéral. Et voilà. Dire, quand je vois ce qu'elle était il y a 20 ans ou 22 ans quand je suis devenu maire et aujourd'hui, ouais, ça a beaucoup changé, quoi. Ça a beaucoup changé, mais dans la limitation de nos capacités d'intervention. Donc, je vois que l'évolution, comment dire, qui va nous être proposée, ça va être euh, de manière arbitraire et de plus en plus autoritaire à limiter les capacités d'investigation, d'intervention de l'élu local. Et donc certainement qu'il aura l'obligation d'avoir ce côté résilience locale et subversive, je suis d'accord avec ça, pour s'en sortir. Mais aujourd'hui, ce qui se mettra en place, à l'instar de cet élu-là, de breton qui avait été mis au tribunal administratif, c'est que les règles seront de plus en plus coercitives contre les élus, pas de la part des habitants, parce que ce qu'on nous fait croire à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des violences faites aux maires par les habitants. Celles qui sont faites par l'État sont extraordinairement plus dangereuses. Alors, la première chose, je dirais que c'est une excellente idée, avant même le conseil. Et ensuite, le conseil, il s'informe du monde sans arrêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce dont nous manquons dans la société, c'est de personnes qui aient des avis éclairés. Et donc, la confusion et la confusion, pardon, c'est d'assimiler la fonction de maire avec celui de secrétaire de mairie ou de DGS. Et donc, il y a plein de maires qui veulent être bons gestionnaires. Ça, c'est une ânerie, quoi. Ils confondent la fonction du DGS qui est là pour faire en sorte que la structure soit bien gérée et lui qui est le politique, qui est celui qui doit donner le sens. Voilà. Alors si vous allez me dire, mais oui, mais alors ça veut dire que vous n'avez aucune contrainte de gestion. Je ne sais pas si vous n'avez aucune contrainte de gestion, vous allez être mis sous tutelle de la préfecture et la fois d'après, vous ne serez pas réélu, vous serez dégagé à toute vitesse, quoi. Et donc, quand je vois, comment dire, ces élus locaux qui cherchent à présenter le bilan de leur action sous l'aspect de gestion, c'est la preuve qu'ils n'ont aucune idée du sens. Un gars qui arrive à dire, voilà, je gère un truc et vraiment c'est bien géré. Vous avez en face de vous quelqu'un qui ne sert presque à rien, quoi. Et donc, le conseil, j'aurais à dire, c'est surtout pourquoi, pour quel objet, pour quel dessin, vous voulez vous occuper des autres. Et quelque part, c'est ça le plus important. Le, il est une illusion dérive certainement d'une pensée autarcique. Euh, le- le- Aujourd'hui, on voit bien qu'on va dans une espèce de mur qui est celui de la mondialisation, où
produit plus rien localement. On ne sait pas faire des masques pour le Covid, on ne sait pas faire des obus pour l'Ukraine, on ne sait pas faire des voitures électriques, l'alimentation, on ne sait pas la faire. Enfin, c'est pas les agriculteurs qui nous nourrissent, c'est de l'industrie agroalimentaire qui a été fournie par les agriculteurs qui négocient pas leur prix. Et donc, on fait croire que les agriculteurs nourrissent la France. Aujourd'hui, les fruits et légumes, ils viennent d'Espagne, ils viennent d'ailleurs, enfin, c'est de partout, quoi. Et donc, euh, un, un local idéalisé, comme cette expression, comporte un danger d'une illusion autarcique. Et donc, euh, la part d'humilité dont il faut faire preuve, c'est que si il doit y avoir une organisation, une gestion, une autonomie locale, une part d'autonomie locale, c'est avec le préalable d'une compréhension de ce que l'on ne pourra pas éviter du reste du monde, quoi. Et donc, s'imaginer dans une collectivité où personne n'a de portable, de smartphone, c'est nul d'esprit. Mais si vous avez des smartphones, ça veut dire qu'il y a un réseau Internet, ça veut dire qu'il y a du lithium, ça veut dire qu'il y a les 60 composants là-dedans, ça veut dire que vous avez à payer la recherche contre le cancer, ça veut dire que vous devez avoir des hôpitaux pour se prémunir des déserts médicaux, etc., etc. Donc, le local a un caractère sympathique. En fait, quand les médias prennent des gens avec mon accent pour les faire parler là, dans les micro-trottoirs d'élus, à la fin des fins, on est vachement sympathique et les gens nous adorent. Mais en fait, non, c'est pas vrai, les gens nous détestent. Ils nous détestent parce qu'ils veulent avant tout qu'il y ait du réseau. Le réseau, ça dépend pas de nous, quoi. Et si le réseau est en panne, par contre, ils viennent nous engueuler, ça c'est sûr. Alors qu'on n'y peut strictement rien. Donc, ils aiment une version bucolique de ce type à l'accent du terroir au-delà de tout. Ah, mais alors, mais c'était tellement. Avec cette illusion que ce serait tellement mieux avant, où c'est que les gens, on ne pouvait pas traiter le cancer, où il y avait des dizaines de milliers de morts sur les routes et tout allait bien. En France, c'est un homme politique qui avait créé une formation politique qui a adapté. C'est une expression anglaise au départ, américaine bien sûr. Et Mhm. c'est Brice Lalonde qui l'avait appliqué localement dans les années, début des années 90, si ma mémoire est bonne. Et je me suis posé la question de l'inversion des adjectifs avec les verbes. Mhm. Que penser global, agir local. Et donc je me suis dit, mais et si on prenait le contraire? Le- et si on pensait local pour agir global? Qu'est-ce que ça voudrait dire une phrase comme ça? Et à bien réfléchir, ça, penser local, agir global, c'est ça la définition de la subversion. Et mon intime intuition, c'est Mhm. que ce slogan ancien est l'erreur originelle. Et que la vraie définition, c'est l'inverse. Et d'espoir, je crois qu'il y en a beaucoup là-dedans. Vous pensez localement et en fait, de facto, ça induit une action qui devient globale. Et ça, quelque chose se passera comme ça, je le crois. Euh, L'affaire des animaux, c'est encore mieux, je crois. Mais si je reviens plus sérieux, quoique Rouel c'est très sérieux, malgré tout, Anna Arendt, L'origine du mal, faut pas passer au travers, quoi. On n'étudie pas assez Anna Arendt. Il y a- L'été dernier, je relisais les notes du procès d'Eichmann euh, qu'elle a, qu'elle a saisi en tant que journaliste. Franchement, ces textes ne sont pas assez connus, mais l'origine et la banalité du mal, c'est un incontournable, quoi. Parce que c'est
pas que la barbarie nazie, c'est la remontrer très loin en avant de la naissance de cet antisémitisme si particulier post-Second Empire en France. C'est la question des beurs en Afrique du Sud qui vont se retrouver confrontés à vouloir éviter les règles que des Anglais vont vouloir leur imposer. Ils vont s'enfoncer dans les terres et inventer, comment dire, sans dogmatisme, un racisme premier, le convaincu du bien fondé de cette chose-là. Ouais, l'incontournable, c'est la banalité du mal, ouais, je crois. Film, c'était ou livre ou film. Non, mais ça, c'est bien. Enfin, après, il y a des contemporains, quoi. Je pense que le livre de Cynthia Fleury, Sigil la mer, sur le ressentiment, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Mais bon, allez, je me perds.